Bonjour tout le monde. Je suis là. Bonjour tout le monde. Donc, merci Dominique. Donc, effectivement, je suis chercheur INRIA. Je travaille dans une équipe à Lille qui travaille sur les objets sans fil et en particulier sur les objets de l'Internet des objets. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'on peut voir derrière l'Internet des objets. Alors, en réalité, il n'y a pas qu'une seule définition. Je vais vous donner les objets, les définitions et les objets sur lesquels, dans mon équipe, on travaille et les défis techniques et de recherche auxquels on s'intéresse. Donc, tout d'abord, quand on parle d'Internet des objets, si on remonte au début, la première chose à faire, c'était de pouvoir donner une identité aux objets pour pouvoir leur permettre de communiquer. Donc, pour cela, on a utilisé une technologie qu'on appelle RFID, donc pour Radio Frequency Identification, donc identification par radiofréquence. Donc c'est ce qui a commencé, quelque chose que vous avez déjà vu, car c'est maintenant très présent dans notre quotidien. Donc pour vous montrer des exemples, l'étiquette RFID, c'est ce que vous voyez sur la petite abeille là-bas. Donc ça va nous servir aujourd'hui à tracer, identifier. Donc en particulier, les images que j'ai mises là, c'est pour vous montrer là où on s'en sert aujourd'hui. Donc le ticket de métro, la carte passe-passe, la carte Navigo, le forfait de ski. On s'en sert aussi dans les marathons. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion soit de courir, soit de regarder une course dernièrement, mais quand on nous donne notre dossard, on nous donne un petit badge qu'on doit mettre sur nos chaussures et ça nous permet au départ et à l'arrivée de marcher sur un tapis qui va nous identifier et nous donner notre temps exact entre un point et un autre, qu'on soit parti à la fin de la course ou au début de la course. On s'en sert pour tracer dans certains aéroports les bagages pour être sûr qu'ils vont dans le bon avion, etc. On a de plus en plus d'applications. Et cette puce, elle ressemble un peu à ça. C'est assez simple. Il y a juste une antenne et une puce électronique qui va contenir l'identifiant de l'objet sur lequel vous allez mettre cette puce. Donc l'identifiant va être unique, mais ce qu'on remarque là, c'est qu'il n'y a pas de source d'énergie, c'est complètement passif. C'est passif. Voilà. Donc, c'est pas grave. Donc en gros, pour que la puce parle et qu'elle nous donne son identifiant, on va devoir l'interroger à travers un lecteur. Et c'est le lecteur qui, en envoyant son champ électromagnétique, va envoyer assez d'énergie à la puce pour qu'elle réponde. Donc on a plusieurs technologies qui vont opérer dans plusieurs fréquences, suivant l'utilisation qu'on va en faire. Donc globalement, on a 3 catégories. Ce qu'on va appeler les hautes fréquences, donc la 1356, c'est ce qu'il y a de plus déployé, de plus ancien. On a au-dessus, dans les 900 MHz, ce qu'on appelle les ultra hautes fréquences. C'est ce qui apparaît de plus en plus parce que ça permet de bien tracer. Et on a tout ce qui est opération niche pour les très basses fréquences. Donc ça peut être, par exemple, les très basses fréquences utilisées pour les tatouages des animaux. Et la différence principale qu'on va observer avec ces technologies, donc outre la fréquence, ça va impacter le champ de lecture de la puce. Donc avec les ultra hautes fréquences, à gauche, on voit qu'on va avoir un champ très directionnel, mais qui va porter très loin. Enfin, très loin, une dizaine de mètres maximum. Et les hautes fréquences, ça va bien englober, mais ça ne va pas aller bien loin. D'où, par exemple, l'utilisation pour les forfaits de ski. Quand vous passez dans le portique, ça va englober juste la personne qui passe devant et lire la puce. Donc ça marche bien, vu que je vous ai cité plein d'exemples aujourd'hui, mais on a quand même d'autres défis en termes de recherche. Donc des défis au niveau du matériel. Comment faire en sorte qu'on puisse lire la puce de façon optimale, quel que soit l'environnement dans lequel elle se trouve, que ce soit un environnement à queue ou métallique. Et également, d'un point de vue logiciel, pour améliorer la sécurité liée aux lectures qu'on voit sur cette puce, et également pour lire les données de plus en plus vite. Donc maintenant qu'on a donné un identifiant à nos objets, on a voulu aller plus loin. On a voulu aussi pouvoir communiquer avec l'environnement et connaître l'état de santé de l'environnement et de nos objets. Donc pour ça, on a ajouté ce qu'on a appelé des capteurs pour justement avoir un retour sur l'environnement ou des données physiques.
Donc, par exemple, voilà, donc là, mes animations ont disparu. Donc, excusez-moi, le slide est un peu tout mélangé. Mais l'idée, c'est vous avez un capteur, comme vous avez déjà rencontré, qui peut capter une température, un son, une lumière, tout ça. Sauf qu'au lieu de juste capter cette donnée, vu que vous pouvez mettre ce capteur n'importe où, et en particulier dans un environnement, dans la nature, on va l'équiper d'une carte radio et d'une antenne radio, et il va communiquer cette donnée de façon sans fil. Et ces capteurs, ils sont petits, ils vont souvent reposer sur des batteries, donc ils ne peuvent pas émettre très très loin, ni très très fort, parce que sinon ils videraient leur batterie très vite, et ils seraient très vite inutilisables. Donc l'idée, c'est que si on en a beaucoup de capteurs pour couvrir toute une zone pour monitorer justement cette valeur physique, eh ben, ils vont relayer les données captées par les capteurs les uns avec les autres, de proche en proche, jusqu'à atteindre une station de base qui va analyser les données. Donc là encore, on a d'autres applications. Donc les applications principales, enfin initiales qu'on voyait au départ, c'était les surveillances de l'environnement. Donc là, pour illustrer ça, je vous ai mis un volcan. On va peut-être capter des données sismiques pour mesurer l'activité du volcan et anticiper un réveil. On s'en sert pour comprendre le comportement d'animaux sauvages. Souvent, quand on veut comprendre le comportement des animaux sauvages, on se cache dans la nature et on essaye de les observer. Le problème, c'est que si l'animal nous détecte, alors on biaise du même coup l'observation, car il va plus se comporter de la même façon qu'en temps normal. Donc on les équipe de capteurs qui vont nous permettre de mesurer les contacts entre les animaux, parce que quand deux capteurs peuvent communiquer entre eux, on sait que les animaux sont proches l'un de l'autre, et ainsi de suite. Après, on a tout un tas d'applications aussi dans la ville pour détecter les fuites d'eau, les fuites de gaz, détecter les places de parking libres, etc. Donc là encore, on a pas mal de défis au niveau de la recherche, parce que ça, c'est seulement déployé sur des très petites échelles, à cause de ces défis qui ne sont pas tous résolus. Les problèmes, c'est que ces petits capteurs, ils ont peu de ressources mémoire et peu de ressources de calcul. Donc ils ne peuvent pas calculer des choses trop compliquées, ils ne peuvent pas stocker trop d'informations. En même temps, comme ils communiquent de façon sans fil, le lien de communication est assez instable et la topologie des réseaux qui sont ainsi formés est très dynamique. D'une part à cause des liens radio qui fluctuent, mais également parce que les capteurs en soi peuvent se déplacer s'ils sont sur des animaux ou être tombés en panne de batterie, être cassés, défectueux, on ne sait pas. Donc tout ça pour collecter les informations, faire en sorte qu'on fasse ça de façon économe en énergie pour qu'il dure le plus longtemps possible, tout ça, ça reste des défis qu'on sait résoudre que partiellement, que pour des cas d'application très limités, mais pas toujours dans tous les cas. Donc, pour vous donner un peu une idée des technologies sans fil qu'on peut utiliser dans ces réseaux de capteurs, vous avez ici les normes actuelles qu'on trouve sur le marché, avec les gammes de fréquences, les débits qu'on peut obtenir, les portées. Donc également, on a toujours un compromis à faire entre l'énergie qu'on va dépenser, la portée à laquelle on va pouvoir envoyer, et également le débit qu'on peut obtenir. Donc là, ce qu'on connaît le mieux, c'est tout ce qui est Wi-Fi. Par contre, Wi-Fi consomme énormément d'énergie, donc ce n'est pas adapté à tous les réseaux. Donc souvent, pour des réseaux classiques, on va utiliser le 802.15.4, donc la norme Zigbee. Mais pareil, là, on ne va pas porter bien loin, on va avoir des débits beaucoup plus faibles. Et maintenant, on voit apparaître de nouvelles technologies telles que LoRa et Sigfox. Je crois que quelqu'un d'autre va en parler plus tard dans la journée, avec des fréquences plus basses qui vont porter beaucoup plus loin, mais où on a des débits beaucoup plus faibles. Donc, il faut étudier le meilleur compromis. Également, ça, c'est les technologies bien utilisées aujourd'hui. Il faut savoir que dans la recherche, on commence à étudier d'autres moyens de communication qui ne sont pas basés sur les ondes de cette gamme de fréquences, mais sur les ondes de la lumière, pour véhiculer des informations à travers la lumière, ou à travers même les phonons, qui sont l'équivalent des photons pour le son. Donc, l'un des gros défis, c'est l'énergie. Donc,
souvent, on nous dit combien de temps peut durer la batterie d'un réseau comme ceux que je viens de décrire. Alors, il n'y a pas de réponse complète parce que c'est assez difficile à évaluer. Tout va dépendre du nombre de messages que vous allez envoyer, à quelle fréquence. Ça va dépendre si l'environnement dans lequel vous envoyez est perturbé. Et du coup, ces messages vont être perturbés, ils vont être mal réceptionnés. Donc, il va falloir les retransmettre plusieurs fois jusqu'à obtenir une bonne réception. Et envoyer, recevoir, tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Donc pour continuer, là, je vous ai dit, on a donné une identité aux objets. Ensuite, on leur a donné des moyens de communiquer, ainsi qu'à notre environnement. Et dans la recherche, on va en ce moment un peu plus loin. On ajoute une autre dimension qui va être la dimension de la mobilité, où tous ces capteurs et ces RFID peuvent être montés sur des petits robots. Et on peut avoir une flotte de robots autonomes qui vont partir explorer une zone sans qu'on ait besoin de les piloter. Donc aujourd'hui, on a des solutions d'exploration sur Mars, dans les mines, dans les océans. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est généralement avec un seul robot, pas en flotte, et téléguidé. Donc l'idée d'avoir tout un tas de petits robots qui se coordonnent d'eux-mêmes, c'est qu'on peut les envoyer même là où on n'a plus le contact visuel, par exemple pour explorer une centrale nucléaire après un accident, plutôt que d'envoyer des humains, on envoie les robots. Et même s'ils doivent aller dans des zones où on n'a plus le contact avec eux, c'est pas grave, ils s'auto-organisent, et même les uns entre eux, ils peuvent faire relais de communication et nous ramener des images. Donc là, on a toujours les mêmes défis en termes de communication et d'énergie, mais là, on doit inclure aussi les défis de consommation d'énergie pour la mobilité, entre autres, et de coopération. Donc, il faut voir que tous ces objets, encore, on peut les fédérer pour faire naître de nouvelles applications. Et c'est aussi là qu'on travaille aussi bien dans la recherche qu'avec les industriels, qu'avec les communautés. Car tout mettre ensemble, on peut améliorer, comme je vous disais, les explorations de zones hostiles ou inconnues, améliorer les applications pour la santé. Donc là, il y aura l'occasion de le voir par la suite. Mais aujourd'hui, ce qui crée un peu le buzz et dont vous avez peut-être entendu parler, c'est tout ce qui est mouvance autour des smart cities, les villes intelligentes, où si tous ces systèmes déployés dans la ville de façon indépendante aujourd'hui peuvent communiquer, on peut lever de nouveaux services, rendre de nouveaux services aux citoyens, le faire s'impliquer peut-être un peu plus, mieux comprendre le fonctionnement de sa ville. Tout ça pour mieux vivre ensemble et mieux économiser les ressources de la ville. Donc tout ça, c'est bien beau, ça commence à fonctionner, on commence à explorer, mais il faut voir qu'on a toujours de nouveaux défis. C'est pour ça qu'on aura toujours besoin de la recherche et de nous. En termes d'interopérabilité de toutes ces technologies, le fait qu'utiliser de plus en plus d'ondes radio, le médium radio, il est quand même pas infini, il faut qu'on puisse se le partager, l'optimiser, et faire vivre ensemble tous ces objets avec nous. Donc pour conclure, tous ces objets, c'est bien, ça peut nous lever de nouveaux services, on voit beaucoup de potentiel, mais il faut toujours analyser comment faire pour faire un compromis entre le coût, ce que ça consomme, les performances, tout ce que ça nous apporte, que ça ne nous gêne pas et en même temps qu'on puisse vivre ensemble. Et pour conclure, je vous marque juste une citation du Conseil européen de l'Internet des objets qui a donné une sorte de définition et qui dit qu'avec l'Internet des objets, de tous ces nouveaux objets justement qui apparaissent, on ne sera plus jamais seul nulle part dans ce nouveau monde. Voilà. Je vous remercie.